sujet, ça va être plus rapide. Écoutez, que valent les élections annoncées en 2025 au Cameroun de Paul Biya et dans la Côte d'Ivoire de Ouattara? Qu'est-ce que ça vaut? Il faut rappeler ces choses-là, parce que les gens ont tendance à oublier. Je vois les gens, ah, les élections. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une élection dite démocratique et transparente? C'est une élection dans laquelle la totalité des citoyennes et des citoyens en âge de voter est inscrite dans les listes électorales, reconnue comme telle. Donc, c'est d'abord une élection dans laquelle les citoyens ne sont pas exclus des listes électorales. Or, dans tous les pays que je viens de citer, les pays de la France-Afrique, des franges entières de citoyens sont exclus des listes électorales. Les diasporas sont exclus des listes électorales, n'est-ce pas? Les opposants politiques les plus importants, les plus représentatifs sont exclus des listes électorales. N'est-ce pas? Alors, les élections démocratiques sont supposées être encadrées par un processus qui ne dépend pas du pouvoir, ni de l'opposition. Un processus qui ne devrait dépendre que de la justice et de la loi. Cette condition elle-même n'est pas remplie, ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucune instance qui soit capable de se tenir à équidistance de la pression du pouvoir ou de l'opposition pour décider et conduire en toute indépendance le processus électoral. Il n'y a pas de véritable commission électorale indépendante dans cette dictature. Donc la deuxième condition n'est pas remplie. Troisième condition. Il doit exister dans un tel pays, dans un pays où on veut tenir des élections, un esprit de fair play qui soit devenu normal dans toutes les familles politiques, pour laisser gouverner effectivement celui qui gagne. Et celui qui gagne doit pouvoir gouverner sans que ceux qui ont perdu aient peur. Parce qu'il va gouverner en respectant la loi, en respectant l'état de droit. Cette troisième condition n'est pas remplie. Pourquoi? Parce que dans toutes les dictateurs ont peur de leurs opposants, parce qu'ils s'attendent à des règlements de compte. Ils ont tellement été méchants quand ils exerçaient le pouvoir, qu'ils se disent que quand ils perdront le pouvoir, puisque de toutes les façons ils n'ont jamais gagné régulièrement des élections, quand ils perdront le pouvoir, alors ils risquent de subir les foudres de leurs victimes. Conséquence, l'alternance est bloquée par la peur du dictateur d'être puni par ses victimes, et elle est aussi bloquée par parfois la soif revancharde de ses victimes de lui régler ses comptes. Donc la troisième condition n'est pas remplie dans ces conditions. Enfin, il y a un quatrième élément fondamental pour qu'une élection dite démocratique et transparente ait lieu. C'est que il faut que ce processus électoral ne soit pas manipulé par des puissances étrangères. Par exemple, au niveau du financement. Mais tous ces pays-là sont des pays pauvres, très endettés, selon le classement abscon du FMI et de la Banque mondiale. Dans tous ces pays-là, quand on organise des élections, on s'en va demander l'aide de l'Union européenne, l'aide du FMI, l'aide de la Banque mondiale, l'aide de la BAD, l'aide de telle fondation, l'aide du NDI. Par conséquent, ce sont ceux-là même qui financent ces fanfaronnades électorales qui déterminent celui qui les gagne. Dans ces pays-là, je cite notamment le Cameroun, mon pays natal, et la Côte d'Ivoire, eh bien, les conditions même d'un financement autonome du processus électoral ne sont pas réunies. Ce sont des pays constamment en train de tendre la main à Washington, tendre la main à Paris. Ce sont des pays où les dirigeants s'amusent à surendetter l'État d'année en année. Des pays à l'ardoise ouverte, ad vitam infinitum. Donc, ce sont des pays qui ne peuvent pas remplir la quatrième condition du processus électoral, à savoir l'autonomie de gestion. Donc, par conséquent, il n'y a pas d'élection. Depuis la pseudo-indépendance du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, il n'y a vraiment pas eu d'élection. Parce que jamais, toutes les conditions que je viens d'évoquer, au moins les 4 principales, jamais n'ont été entièrement remplies. Dans ces pays issus du néocolonialisme français, il n'y a jamais eu une élection où, véritablement, tout le peuple se sente respecté dans son expression. Jamais. Élection sans exclusion. Jamais. Et il n'y a jamais eu une élection où le processus électoral soit exempt de reproches, ne soit pas entaché d'irrégularités flagrantes dans cette néocolonie-là. Il n'y a jamais eu d'élection où
il y ait une autonomie de gestion. Et il n'y a jamais eu une élection dans ces pays-là où, par fair play, le perdant qui est le sortant accueille le gagnant qui est l'entrant. Jamais. Or, au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, on nous dit qu'en 2025, il va y avoir élection. Mais ceux qui disent qu'il va y avoir élection, alors qu'ils ne peuvent cocher aucune des 4 cases, des conditions que j'ai évoquées, est-ce qu'ils sont sérieux? Suffit-il que vous vous enregistriez dans les listes électorales pour qu'il y ait élection? Qui proclame les élections, le résultat des élections au Cameroun? C'est le régime de Paul Biya. Les magistrats de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême camerounaise, sont des membres du parti au pouvoir. Les magistrats de la Cour constitutionnelle ivoirienne sont des membres du parti au pouvoir. Vous dites au peuple camerounais, vous dites au peuple ivoirien qu'on va proclamer quel résultat? Avec des organes électoraux et judiciaires à la solde du parti au pouvoir. Vous dites au peuple camerounais, au peuple ivoirien, qu'on va proclamer quel résultat? En tant qu'opposants politiques, nous avons la responsabilité de prévenir les Camerounais et les Ivoiriens que dans les conditions pseudo-électorales actuelles, en 2025, Ouattara va s'auto-désigner encore abusivement président élu de Côte d'Ivoire. En 2025, Biya ou son successeur, s'il venait à mourir, va s'auto-désigner président du Cameroun sur la base du pseudo-processus électoral qu'il prépare. L'opposant politique a un devoir de vérité envers son peuple. Il ne faut pas amener le peuple dans des batailles que l'on s'est perdues d'avance. Il faut indiquer au peuple les batailles qu'il doit gagner. Quelle bataille le peuple doit-il gagner? C'est ça qui est important. Au Cameroun, mon pays natal comme en Côte d'Ivoire, le peuple doit commencer par se mobiliser pour récupérer sa souveraineté. Première bataille. Mobilisation nationale pour récupérer sa souveraineté. C'est-à-dire que par millions, les Camerounais, les Ivoiriens doivent sortir pour dire aux dictateurs de leurs pays respectifs, de nos pays respectifs, vous ne pouvez plus nous imposer vos mascarades électorales. Nous exigeons la réorganisation du processus de désignation des dirigeants de notre pays. Au Cameroun, dans les 10 principales villes et toutes les villes intermédiaires, nous sortons 1, 2, 3, 4, 5 millions dans les rues. Et nous obtenons par la paralysie institutionnelle l'ouverture de la refonte institutionnelle. Il n'y a pas d'autre solution pour le peuple camerounais que de paralyser l'appareil d'État par une mobilisation nationale pacifique, massive, qui contraigne l'État, le régime État actuel, à accepter l'ouverture de négociations nationales, de discussions nationales inclusives. En Côte d'Ivoire, là, on ne va pas s'en sortir autrement. Alassane Dramane Ouattara ni Biya n'organiseront jamais une élection pour accepter de la perdre. Jamais. Et c'est vrai dans tous les pays africains. Jamais ne sera organisée une élection par un dictateur pour qu'il accepte de la perdre. Je parle particulièrement aujourd'hui du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. 2025. Les gens parlent d'élection, élection. Il n'y a pas d'élection sans mobilisation. Il n'y a pas d'élection si les millions de Camerounais et d'Ivoiriens, eh bien, ne submergent pas les appareils répressifs de Biya et de Ouattara pour imposer un processus, eh bien, politique inclusif. Il n'y aura pas d'élection. Ou plutôt, il y aura les mascarades habituelles. Biya ou son successeur, si Biya est mort, va s'autoproclamer président. Comme Biya l'a fait, comme Ouattara le fait depuis. C'est ce qui va se passer. Si on ne réussit pas à mobiliser massivement notre peuple.
S'il y a un opposant politique qui vous dit qu'il va gagner les élections organisées par Paul Biya, il vous ment. S'il y a un opposant politique qui vous dit que les élections que Ouattara organise là, lui, il va les gagner en Côte d'Ivoire, il vous ment. Personne ne peut gagner les élections organisées par un dictateur. Souvenez-vous, en 2000, comment le président Gbagbo a-t-il battu dans les urnes et sur le terrain politique le général Robert Gueye? Vous vous souvenez de comment il a fait? Par la mobilisation populaire. C'est parce que le président Gbagbo a levé une mobilisation populaire supérieure qu'il a pu exercer le pouvoir. Oui ou non? Et avant même que l'élection se tienne, le FPI de Laurent Gbagbo avait déjà une mobilisation supérieure au régime du général Robert Gueye. Oui ou non? Il avait déjà gagné la bataille populaire. Même pendant la campagne, tout le monde a vu que la mobilisation populaire pour Laurent Gbagbo était supérieure à celle de Robert Gueye. Tout le monde savait que Gueye allait perdre, sauf Gueye peut-être. C'est lui seul qui a cru. Il avait déjà perdu la bataille de la mobilisation populaire. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la première clé. Nous, Camerounais, là, Ivoiriens, Africains, on ne peut pas se mentir. Tant qu'on n'a pas réussi à sortir massivement nos peuples contre ces régimes corrompus-là, on ne va pas les vaincre. Ils utilisent des forces spéciales pour réprimer le peuple. Mais uniquement parce que les mobilisations populaires ne submergent pas leurs forces spéciales. Si au Cameroun, là, 1, 2, 3, 4 millions de Camerounais sont dans la rue, le BIR, la garde présidentielle ne vont pas tirer. Ils seront dans une situation où tirer, c'est se suicider. Puisqu'ils seront dans une situation de un homme avec une arme et puis 200 personnes autour de lui. Nulle part au monde, une armée, dans un rapport de force, un homme armé, 150 civils, nulle part au monde, l'armée ne s'est amusée à tirer. Même l'armée de Kim Jong-un, là, si les Coréens du Nord sortent de cette façon-là, elle ne peut rien. Lisez l'histoire. Donc, le secret numéro 1 de la libération de l'Afrique, il est dans les mobilisations populaires conscientes. C'est le plus grand des secrets. Le peuple africain du Cameroun, le peuple africain de Côte d'Ivoire détient la télécommande, mais c'est lui qui ne le sait pas. C'est lui seul qui ne le sait pas. Le peuple africain des pays dictatoriaux là, il a la télécommande, mais c'est lui qui ne le sait pas. La télécommande est dans la modification du rapport de force avec la dictature. Cette modification doit être massive. Elle doit être massive au point d'imposer aux forces de défense et de sécurité de renoncer à l'usage de la force létale. Elles doivent donc être submergées. Contre une dictature, sans submersion, il n'y a pas victoire. Numéro 2. Deuxième élément, c'est cette submersion qui va donc obliger les forces de défense et de sécurité à revoir leur plan. Cette submersion les oblige à ne plus obéir aux ordres criminels des dictateurs. Cette submersion les oblige à tenir compte des aspirations du peuple. Parce que désormais, la survie des forces de défense et de sécurité est rattachée à leur obéissance au peuple. Quand le peuple sort nombreusement, les forces de défense et de sécurité sont forcées de prendre parti pour lui, pour survivre elles-mêmes en tant que force de défense et de sécurité, sans quoi elles sont rapidement remplacées par une armée populaire citoyenne qui occupe toutes les casernes, etc. et qui impose l'ordre nouveau. Donc, bien souvent, qu'est-ce qu'on observe? Lorsque la mobilisation, les forces les plus puissantes de l'armée s'unifient avec le peuple pour sauver leur propre peau. Et elles s'en vont demander aux dictateurs de se calmer. On ne peut pas continuer, on ne peut pas faire de bain de sang. Il faut préserver le sang parce que la population telle qu'elle est sortie là, on ne peut pas se permettre de tirer. Si on tire, nous-mêmes on est morts. Troisième élément extrêmement important. Il faut, si on veut sortir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, d'une attaque. Nous faisons l'objet d'une attaque sévère. Dites-moi côté Facebook si vous m'entendez. Un tour de partage côté Facebook. Ils essayent de nous interrompre. Pourtant, nous sommes en train de dire des choses tellement évidentes. Alors donc, le troisième élément, c'est qu'il faut
mettre en place un leadership panafricain dans tous nos pays, en lutte contre les dictatures. Qu'est-ce que j'entends par leadership panafricain? C'est l'objet du livre que j'ai écrit récemment concernant le Cameroun, en particulier. C'est ce que j'ai montré ici, dans ce livre-là. Appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. En fait, le modèle dont je vous parle, il est expliqué dans ce livre. Pour un nouveau leadership populaire camerounais. Alors, on n'a pas besoin d'un leadership ethnique. On n'a pas besoin d'un leadership régional. On n'a même pas besoin d'un leadership, comment on appellerait ça, national. Dans chaque pays africain, ce dont nous avons besoin, c'est d'un leadership panafricain. Je m'explique. Chaque fois que les Africains se définissent par la nation, ils se définissent en s'opposant à d'autres Africains qui ne sont pas de leur nation. Cela retarde l'Afrique. Chaque fois que les Africains se définissent par la région, ils se définissent par rapport à une région contre les autres régions. Cela bloque leur pays. Chaque fois que les Africains se définissent par l'ethnie ou la tribu, ils opposent leur ethnie ou leur tribu aux autres ethnies ou tribus. Cela bloque précisément le leadership. Quelle est la clé pour que nous ayons un bon leadership dans tous les pays africains aujourd'hui? C'est que ceux qui vont exercer le pouvoir aient une conscience d'eux-mêmes comme étant des citoyens africains. C'est-à-dire aient envie de servir le peuple africain dans sa totalité. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Afrique du Sud, le leader doit être d'abord dans sa conscience, dans son état d'esprit, un citoyen panafricain. C'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il y a une unité culturelle, une unité destinale du peuple africain, et qui s'efforce de servir ce peuple dans sa totalité, à partir d'un territoire, certes. Le territoire du Cameroun, le territoire du Niger, le territoire de la Côte d'Ivoire, le territoire du Mali. Et c'est cela qui est dit dans la constitution malienne. Tout Africain doivent être prêts à céder tout ou partie de la souveraineté de leur micro-territoire issu du colonialisme pour l'unité africaine. Il s'ensuit que nous avons besoin de leaders nationaux panafricains, c'est-à-dire des gens qui, tout en restant parfaitement fidèles à la tradition de leur pays d'origine, à la tradition de leur terre, ont une conscience de leur responsabilité pour tout le peuple africain. C'est de tels dirigeants qu'il nous faut dans chaque pays africain. Pas des dirigeants ethniques, pas des dirigeants régionaux, pas des dirigeants nationaux, mais il nous faut dans chaque nation africaine des dirigeants panafricains. Écrivez ça. Seuls dans chaque pays africain, les Africaines et les Africains qui ont une conscience panafricaine seront en capacité de gouverner l'Afrique dans l'intérêt du peuple africain de leur territoire. Car le peuple camerounais n'est qu'une partie du peuple africain. Le peuple ivoirien n'est qu'une partie du peuple africain. Le peuple nigérien, le peuple tchadien, le peuple centrafricain, le peuple congolais, le peuple togolais, le peuple béninois, nigérian, ce sont des parties du peuple africain. Ceux qui doivent assumer les responsabilités dans chacun de ces pays doivent être des gens qui ont une vision très haute de la citoyenneté. C'est-à-dire qui savent qu'ils doivent servir toute l'Afrique à partir de la position qui est la leur dans le pays où ils accèdent au pouvoir. Ils doivent s'occuper du Cameroun comme d'un pays africain. Non pas simplement comme d'un pays camerounais. De la Côte d'Ivoire comme d'un pays africain. C'est-à-dire en réalité une partie de l'Afrique. C'est cette vision du leadership qui doit déterminer l'émergence de véritables organisations. Et c'est grâce à cette vision que le Niger a sauvé sa révolution avec le soutien du Mali et du Burkina. Si le président malien et ses compagnons, le président Assimi Goïta et ses compagnons, avaient une vision malio-malienne de l'action politique au Mali, ils ne se seraient pas levés pour dire celui qui attaque le Niger a affaire à nous. C'est précisément parce que les dirigeants maliens ont pensé en africain. Si les dirigeants du Burkina Faso avaient une vision burkinabéo-burkinabé, ils ne se seraient pas levés pour se mettre à côté de leurs frères, et bien du Mali, et dire « nous sommes unis au Niger ». C'est parce que ces dirigeants, comme le président nigérien, se sont tous hissés à la dimension de la conscience panafricaine qu'ils ont produit cette molécule puissante qui s'appelle aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Ce sont des dirigeants qui ont le mental d'Assimi Goïta, de Traoré Ibrahim, d'Abdourahmane Tiani, que nous voulons voir émerger partout en Afrique. La conscience panafricaine. Elle doit être première
tu dois aimer tout peuple africain, comme peuple africain d'abord. Ceci te prédispose à être utile à ta patrie natale et à toute l'Afrique. Davantage que si tu pars du principe que tu te définis comme un Bassa, ensuite tu te définis comme un Camerounais, ensuite tu te définis comme un Africain. Il vaut mieux que tu commences par te définir comme un fils de l'Afrique, un fils de Kemet, une fille de l'Afrique, une fille de Kemet. Et à partir de là, tu peux servir le pays camerounais, servir toute l'Afrique avec le même entrain. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons à la tête de beaucoup de nos pays des leaders qui sont des leaders purement nationaux, ou des leaders purement régionaux, ou des leaders purement ethniques. Nous n'avons pas suffisamment, que ce soit à la tête de nos États, ou à la tête même de nos oppositions politiques, des leaders panafricains. J'appelle par conséquent à l'accélération de la prise de conscience que seule la dimension panafricaine peut nous permettre de dépasser le tribalisme, le régionalisme, l'ethnicisme, le nationalisme frelaté, hérité des frontières coloniales, pour servir authentiquement chaque pays africain qui sollicitera effectivement nos compétences et notre engagement. Donc, primauté à la conscience panafricaine. Primauté à la dimension kémétique. Seuls des Africains qui ont accordé la primauté à cette dimension méritent de diriger les pays africains. Parce qu'ils les dirigeront toujours dans l'intérêt du peuple africain tout entier. C'est de ce leadership que nous avons besoin. Enfin, si nous voulons gagner et diriger utilement les pays africains, comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, nous devons continuer à mener courageusement les batailles médiatiques, intellectuelles et diplomatiques contre les tyrans. Nous ne devons pas leur accorder même de micro-victoires sur le plan médiatique, sur le plan théorique, intellectuel, le plan des idées, sur le plan diplomatique. Nous devons redoubler d'énergie, de synergie. Nous devons redoubler de puissance par des alliances efficaces pour que les dictatures néocolonisées, les dictatures impérialistes soient défaites sur ces trois plans. Voilà à mon niveau les trois niveaux. Voilà les trois niveaux où il nous faut réaliser l'émancipation africaine aujourd'hui. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.